Hello tout le monde, alors il y a 2 ans, on a sorti un merch que vous avez adoré dans lequel on s'est amusé à imaginer un vidéoclub TFTC fictif. Durant ces 2 dernières années, on a bossé sur un nouveau merch avec l'idée de vous proposer un truc encore plus recherché. Et cette fois, on a imaginé un parc d'attractions TFTC. A day at TFTC Adventure is a day like no other. 20 hell-raising rides, 15 special attractions, 5 live shows, 10 restaurants, 8 boutiques, 11 movies characters, 12 hours a day, every day, from only $10.95. Come for the day of your life at TFTC Adventure. Avec le même dessinateur que le merch précédent, Ryan Degan, on a imaginé un logo et 3 attractions autour du thème du cinéma. Il y a une attraction avec un faux requin, une autre avec le château de Dracula et un immense roller coaster avec des dinosaures. J'ai même poussé le vice jusqu'à me balader sur la côte ouest américaine via Google Earth pour trouver un endroit où on pourrait construire ce parc. Je me suis arrêté sur Grover Beach en Californie. Et donc, l'idée a été d'imaginer un merch que proposerait ce parc d'attractions si on revenait dans le temps en 1983. Il y aura une seule casquette, unique, qu'on trouve trop cool avec un des logos du parc, ainsi que 5 t-shirts, celui avec l'attraction du requin, celui avec le château de Dracula, celui avec le roller coaster et les dinosaures, un t-shirt spécial pour le Grand Opening, et enfin un t-shirt avec un autre visuel, celui d'une partie du parc vue de haut. Visuel que l'on retrouvera sur 4 affiches de haute qualité, limitées à seulement 150 exemplaires chacune, avec tampon de certification. Et pour ce merch, on a poussé le délire vraiment loin, puisqu'il y aura pour la première fois une serviette de plage unique avec le visuel du shark, la serviette de plage parfaite pour l'été qui arrive. Car si on sort ce merch maintenant, ce n'est pas un hasard, on a vraiment pensé cette collection pour l'été. Et niveau goodies, c'est aussi très cool. Chaque achat viendra avec un ticket d'entrée tamponné du parc qu'on a créé pour l'occasion, ainsi qu'un carton d'invitation pour le Grand Opening. Pour 2 achats, il y aura un stickers en plus, et pour 3 achats ou plus, vous aurez l'entièreté des goodies, soit le ticket, le carton d'invitation et les 3 stickers. Voilà, on s'est vraiment donné à fond pendant 2 ans pour vous proposer un merch encore plus recherché. On espère que ça vous plaira, et moi j'ai déjà hâte de vous croiser avec la casquette, les t-shirts et la serviette de plage cet été. Vous n'avez qu'un mois seulement pour commander, ensuite tout disparaîtra. Je vous dis ça parce que parfois vous m'envoyez des messages sur Insta en me disant est-ce qu'il y a encore du merch ? C'est un mois seulement. Pour commander, toutes les infos sont dans la description. Maintenant, place au split. Some Breaking Bad fans are doing bad, recreating one of Walter White's scenes at his home in the Heights. But in real life, the family who lives there is frustrated. Francis Padilla is used to guests dropping by. Breaking Bad fans from all over the world want to see where Walter White lived. Most people are respectful. It's the few idiots that come that think they're entitled to do whatever the hell they want. Cette info est quand même folle. Depuis maintenant 12 ans et l'arrêt du show, des fans de Breaking Bad s'amusent à jeter des pizzas sur le toit de cette maison devenue culte afin de recréer la fameuse scène. Et en retombant sur cette info, je me suis dit, ce serait pas mal de faire un split sur ces maisons de films devenues méga célèbres. Que deviennent-elles? Quand ont-elles été construites? Est-ce un enfer pour les propriétaires? Combien valent-elles? Etc. etc. J'ai creusé le sujet. Bienvenue dans Split. San Francisco police say the Mrs. Doubtfire house was the target of an arson attack. You can see the burn marks on the garage door. Police say the arsonist used gasoline to start the fire. It happened around 8 p.m. Burn marks are visible not only on the garage door, but on the front door as well. Qui n'a pas voulu vivre dans la maison du film Madame Doubtfire? Ce film est réconfortant, la musique de ce film est réconfortante et sa maison l'est tout autant. Elle est située au 2640 Steiner Street à San Francisco et a été construite en 1905 dans un style victorien. Et fait rare, vous le constaterez dans cette vidéo, toutes les scènes ont été tournées à l'intérieur de cette maison. La plupart du temps, une maison est choisie pour sa façade et l'intérieur est imaginé ailleurs dans un studio. Là, pour Madame Doubtfire, la maison a été exploitée de A à Z. La voici aujourd'hui, on peut reconnaître l'entrée avec cet escalier au fond et les 2 pièces latérales, ainsi que la cuisine par exemple qui n'a pas tant bougé depuis le tournage du film en 1993. Aujourd'hui, la valeur de cette maison est estimée entre 4 et 6 millions d'euros et encore une fois, vous le constaterez, quand vous achetez ce genre de maison, vous achetez aussi les fans qui vont avec. Chaque jour de l'année, qu'il vente ou qu'il pleuve, ils sont là. Cette maison appartient aujourd'hui à un chirurgien plasticien que vous voyez là à l'écran et comme expliqué en intro,
une de ses patientes a mis le feu à la maison il y a quelques années puisque insatisfaite de ses nouveaux seins siliconés. Mais pour le plus grand bonheur des fans, le feu a été très rapidement maîtrisé. Direction maintenant le 12 Pickett Post Close dans la ville de Bracknell, située à 64 km de Londres. Cette petite banlieue à la base méga calme est devenue méga agitée puisque vous avez certainement reconnu la maison d'enfance de Harry Potter. Chaque jour de l'année, on peut y trouver des dizaines de fans qui se prennent en photo devant. Il s'agit là d'une maison mitoyenne en briques, construite en 1972, dont la valeur a considérablement augmenté grâce au film. En 1996, il fallait débourser 150 000 € pour l'acquérir. Aujourd'hui, elle est évaluée à 600 000 €. Dans le film, cette maison a été choisie pour sa façade extérieure seulement. Tous les intérieurs ont été recréés en studio. Il est d'ailleurs possible de visiter le set à Londres dans une expérience très cool pour les purs fans du film. Et ce qui est drôle, c'est que le petit placard qui sert de chambre à Harry Potter existe réellement dans la véritable maison, comme nous le montre cet agent immobilier. So what we have here is Harry Potter's first ever bedroom. Now, in all honesty, most of the work was done in the studio, so I'm afraid it's hugely unlikely that Harry Potter ever saw this particular cupboard. Donc voilà, pour les plus gros fans, sachez que cette maison était à vendre il y a peu, et comme je le disais, il vous faudra débourser 600 000 € pour vivre dans votre film préféré. Autre maison culte, située cette fois au 9303 Roslindale Avenue à Pasadena en Californie, la maison des McFly dans Retour vers le futur. Petite maison très modeste, typique des banlieues américaines, qui a été construite en 1954. Et ce qui est fou avec cette maison, c'est qu'elle possède les mêmes propriétaires depuis sa construction il y a 71 ans. Les producteurs du film ont choisi cette maison en partie pour les grandes tours électriques situées derrière elle, ce qui visuellement lui donnait un cachet. Elle est évidemment souvent visitée de l'extérieur par des fans et le 21 octobre 2015, des dizaines de personnes se sont réunies devant cette maison afin de rejouer la scène du départ dans le futur de la DeLorean. J'aurais pu aussi vous parler du manoir de Doc Brown ou de la maison de Marty dans le futur, mais pour moi, la plus iconique du film, c'est de loin celle-là. Partons maintenant à Woodstock dans l'Illinois au 344 Fremont Street. Cette petite ville organise chaque année des festivités pour célébrer un film qui y a posé ses valises là-bas en 1993, Un jour sans fin. Et dans ce film culte, le personnage principal, interprété par Bill Murray, séjourne presque éternellement dans un bed and breakfast devenu iconique. Cette magnifique bâtisse au style victorien Queen Anne a été construite en 1895 sur les ordres de H.L. White, un pharmacien réputé de cette petite ville. Bien des années plus tard, il a fallu que les producteurs du film bataillent pour obtenir l'autorisation d'utiliser cette maison, les propriétaires de l'époque étant réticents à l'idée de recevoir une équipe de tournage massive. Ils finirent finalement par accepter, mais seulement pour des prises de vue extérieures. Toutes les scènes se passant à l'intérieur ont été recréées en studio. Alors, à la base, dans la vraie vie, cette maison n'était pas un bed and breakfast, c'était une propriété privée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2008, la maison a été achetée par un couple, George et Lori Miareki, qui ont eu la bonne idée d'en faire un bed and breakfast justement. Donc si vous allez un jour à Woodstock dans l'Illinois, il vous sera possible de dormir dans la maison de Un jour sans fin. Ils ont renommé ça le Cherry Tree Inn et à l'intérieur, il y a même une pièce secrète regroupant plusieurs props du film, dont le célèbre Radio Réveil qui joue en boucle la chanson de Sonny et Cher. Quittons l'Illinois pour l'Oregon, plus précisément au 3333 Quimby Street à Portland. Certains d'entre vous l'ont reconnu, il s'agit là de la maison de la famille Cullen dans Twilight. Maison récente, au style contemporain avec une structure en bois et de larges baies vitrées offrant une vue panoramique sur la forêt environnante. Elle a été construite en 2006 par l'architecte Jeff Covell, soit un an seulement avant le tournage du film. Elle est nommée la Hawk House, en référence à son propriétaire, qui n'est autre que John Hawk, le directeur de la conception des chaussures chez Nike. Car je rappelle que le siège social de Nike est situé à Beaverton, dans l'Oregon. Cette maison est aujourd'hui estimée à plus de 3 millions de dollars. Il y a quelques années, le propriétaire des lieux a ouvert à nouveau sa maison à des membres de l'équipe du film, car tout a été tourné à l'intérieur, et de leur propre aveu, toute l'équipe de tournage était en panique de faire tomber ou de casser des trucs, tellement c'était luxueux à l'intérieur. Et en parlant de luxe, rendons-nous maintenant dans la propriété la plus chère de cette vidéo, au 631 Paragrande Lane à Montecito en Californie. Il s'agit là de la célèbre villa de Tony Montana dans Scarface. Surnommée El Furedis, ce qui veut dire Petit Paradis, cette villa a été construite en 1906 par l'architecte Bertram Goodhue pour le magnat de l'immobilier James Waldron Gillespie. En 1902, ces deux types ont même entrepris un voyage autour du monde dans le seul but d'inspirer sa construction. En résulte une bâtisse de 930 m² au style espagnol baroque avec un jardin d'inspiration méditerranéenne, reflétant leur voyage au Moyen-Orient. D'ailleurs, les palmiers très rares qui composent ce jardin ont inspiré ce qu'on peut trouver à Adventureland à Disneyland, Californie. Cette villa n'a été utilisée que pour les scènes en extérieur, la fameuse scène de l'escalier a été recréée en studio par exemple.
D'ailleurs, on est dans un split, mais je ne peux m'empêcher de vous délivrer une anecdote tabzienne. Ce plan d'escalier a été réalisé par Steven Spielberg, figurez-vous. Il était de passage ce jour-là pour saluer son pote Brian De Palma, qui lui a proposé de réaliser un plan. Mais revenons à cette villa. Figurez-vous qu'elle a appartenu à Thomas Mann, l'écrivain allemand à qui l'on doit entre autres La mort à Venise, avant d'être rachetée par plusieurs autres propriétaires, souvent des personnes ayant réussi dans les affaires. Sergei Grishin, financier américano-russe, qui l'a acheté en 2008 pour 20 millions de dollars, ou encore Pradip Gupta, PDG de IQ Holdings, qu'il a acquis en 2015 pour 12 millions de dollars. La crise est passée par là. Aujourd'hui, elle est estimée à 40 millions de dollars. Beaucoup plus modeste, la maison de Rocky, située au 1818 East Tusculum Street à Philadelphie. Une maison mitoyenne de 2 étages, construite en 1920. Même chose, cette maison n'a été utilisée que pour son extérieur. Et figurez-vous qu'en 1976, elle a été louée pour seulement 50 $. Pour Rocky 2, en 1979, le propriétaire a réévalué ses tarifs en demandant cette fois 500 $. Pourquoi ? Car il y a quelques scènes sur le petit escalier, et cet escalier, ça fait partie de la maison, donc ça se paye. L'intérieur, comme cette sublime scène dans les escaliers, a été tourné dans un hôtel miteux de Los Angeles, et ça c'est fou, je l'ignorais. Et alors, petite anecdote, des amis montréalais ont visité cet endroit à Philadelphie, car tout y est regroupé, la salle de boxe ainsi que l'animalerie dans laquelle travaille Adrian. Tout est plus ou moins dans le même quartier. Et lorsqu'ils y étaient allés, ils m'avaient dit que là-bas, les flics leur déconseillaient de s'y rendre dans la mesure où c'est l'un des endroits les plus chauds de Philadelphie. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que tous ceux qui filment là-bas le disent aussi. Donc si vous y allez un jour, faites attention. Et si carrément vous souhaitez y vivre, sachez que cette maison est aujourd'hui évaluée à 67 000 $. Je crois que c'est le prix le plus bas de toutes les maisons que je vais proposer dans cette vidéo. C'est peu pour les vrais fans du film, il y a les risques qui vont avec. Plus safe maintenant, la fameuse maison que l'on voit dans le premier Top Gun, située au 102 North Pacific Street à Oceanside, en Californie. Ça ne paraît pas comme ça, mais elle a été construite en 1887. C'est un cottage de style Queen Anne, on le voit à ses détails ornementaux, c'est même une des 10 premières maisons à avoir été construite dans la ville de Oceanside. C'est un docteur, le docteur Graves, qui l'avait fait construire afin d'en faire sa maison estivale. Complètement dégradée avec le temps, elle a été déplacée pour créer un complexe hôtelier à la place, le Pacific Hotel. Mais le type qui a pensé ce complexe hôtelier a souhaité rénover cette maison et la remettre à son exacte place afin d'en faire un café. Cette maison vit encore donc et on peut y commander des lattés et des limonades, ça s'appelle le High Pie et à l'intérieur, forcément, la déco a été pensée pour les fans de Top Gun en forme d'hommage. Au passage, cette maison, à l'époque du film, a été choisie seulement pour ses extérieurs, le reste a été tourné en studio et certains endroits sont encore visibles. Lorsque j'ai eu la chance de visiter les studios Paramount à Los Angeles il y a 3 ans, un guide nous a montré cet endroit que j'ai pris en photo, endroit qui a servi pour cette scène romantique entre Tom Cruise et Kelly McGillis. Et en parlant de romance, comment ne pas se rendre en Angleterre, au 281 Westbourne Park Road à Notting Hill, quartier de Londres. Et là, plus qu'une maison, c'est carrément une porte qui est devenue culte. Je parle bien sûr de la fameuse porte bleue de Coup de foudre à Notting Hill. Construite en 1892, cette maison était à la base une chapelle qui a été reconvertie en résidence privée. Et il y a une anecdote très drôle au sujet de cette maison. Au moment des repérages du film, une des missions du décorateur en chef était de trouver une maison qui collerait avec l'ambiance décrite dans le scénario. Après avoir sillonné le quartier de Notting Hill, il proposa au réalisateur Richard Curtis cette fameuse maison à la porte bleue, maison qui appartenait alors à Richard Curtis. Cette fameuse porte bleue était donc celle du scénariste et réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill, maison qu'il a vendue juste après la sortie du film pour 1,3 million de livres. Car de l'extérieur, ça paraît petit, mais en fait, c'est hyper spacieux comme le montrent ces images récentes filmées à l'intérieur du lieu. Intérieurs qui, encore une fois, ne sont pas ceux qu'on a vus dans le film, tout a été recréé en studio pour l'occasion. Suite à l'afflux de touristes se prenant en photo devant la porte, les nouveaux propriétaires ont décidé de la repeindre en noir, aux plus grandes dames des fans. Plus tard, cette porte a finalement été repeinte en bleu avant d'être vendue aux enchères pour une œuvre de charité. Porte qui avait eu le temps de recevoir à nouveau la visite de Hugh Grant pour fêter les 20 ans du film. So this is the original blue front door from the film Notting Hill. The last time I came through this, there were rather a lot of press people outside. Now there's no one, because no one cares about me anymore. Alors toutes les maisons que je viens de citer, vous avez pu le constater, elles existent vraiment, on peut encore les visiter aujourd'hui. Mais en travaillant sur cette vidéo, je me suis rendu compte que certaines maisons que moi, je pensais réelles, n'existaient en fait pas du tout. C'était soit des façades, soit des coquilles vides, et pour certaines, j'étais assez égaré et assez déçu.
Je vous laisse constater ça. Direction la Caroline du Sud, au 3547 Yemassy. Vous avez probablement reconnu cette devanture. Il s'agit là de l'endroit où a vécu Forrest Gump. On se souvient tous de cette maison immense et perso, j'ai toujours pensé qu'elle existait vraiment. Alors que pas du tout, elle a été créée spécialement pour le tournage et a été démontée à la fin. Aujourd'hui, c'est redevenu ce que c'était avant, à savoir un large terrain servant de plantation. Allons maintenant dans le village de Cher, à Surrey, en Angleterre, afin de briser quelques rêves, hélas. Ce fameux cottage du film The Holiday, dans lequel beaucoup de gens ont rêvé de séjourner, n'a jamais existé. Et ça, c'est assez fou. La réalisatrice, Nancy Meyers, avait une idée très précise de ce qu'elle voulait, et après avoir sillonné la région, elle n'a jamais pu trouver son bonheur. Alors ce cottage idéal a été créé sur un terrain vacant en seulement 2 semaines. Des arbres y ont été plantés, et même le long muret en face de la maison a été créé pour l'occasion. Cette maison, qui est une coquille vide, tout l'intérieur a été tourné en studio à Los Angeles, est resté en l'état durant quelques mois, devenant une attraction touristique avant d'être démolie, les autorités craignant que sa structure fragile ne s'effondre un jour sur des fans un peu trop curieux. Ne reste aujourd'hui qu'une pancarte indiquant que le célèbre cottage a existé à cet endroit précis, et les fans continuent d'y aller malgré tout. Prenons désormais l'avion pour aller au 125 14 Wonsangrim Gil Yoja 4 Sadong Wonsan Ku Jeonju Jeollabuk Do en Corée du Sud. Leurs noms d'adresse sont interminables, car à cet endroit précis a été construite la fameuse maison du film Parasite. Pareil, ça me semblait être une maison réelle, alors que pas du tout. Une première structure a été créée, le rez-de-chaussée, et la partie supérieure n'existe pas puisqu'elle a été créée numériquement. Mais dans ce cas-là, la maison étant le personnage principal du film, ça paraît finalement logique de vouloir exactement une architecture précise. Même chose pour Jumanji, cette superbe maison que vous voyez là n'a jamais existé, elle a été construite sur un terrain inoccupé, au 1438 Balfour Avenue à Vancouver. D'ailleurs, ils se sont même pas pris la tête à construire une maison entière, il ne s'agit là que d'une façade seulement. Depuis le film, ce terrain a trouvé preneur et voici la maison qui a été construite à la place de cette façade. Jolie maison, certes, mais évidemment moins iconique que celle dans le film. Dans la catégorie moins surprenant, il y a la maison dans Beetlejuice au 7151 Jewel Lane à East Corren dans le Vermont, qui a été construite pour le tournage, mais le village, lui, existe bel et bien, et il a le même charme que dans le film. Et ce que je trouve trop cool, c'est que cette même maison a été reconstruite au même endroit 36 ans plus tard pour la suite Beetlejuice. Dans le même genre, il y a la maison de la famille Addams qui a été montée sur une colline surplombant Burbank en Californie. Et petite info cool, le créateur, Charles Addams, s'est inspiré de cette maison-là, située dans le New Jersey, maison qui se trouvait au bout de sa rue lorsqu'il était petit. Quittons maintenant la Californie pour la Floride. Bill Kingdon riding on his tractor is a familiar sight in these fields near Dade City. What has heads turning is the castle. Yes, castle, that has appeared on the hill nearby. Oh, started about a month ago. I saw some activity up there and a lot of lumber going up, and pretty quick it started taking shape. What's up there? It's a castle. Looks like Disney World, doesn't it? It isn't Disney World. What it is a movie set for a fairy tale type film called Edward Scissorhands, to be directed by Batman director Tim Burton. J'adore cette histoire, une petite campagne perdue et tranquille, Dead City, qui d'un coup voit s'élever une construction gigantesque pour un gros film hollywoodien. Ça devait être la folie pour les enfants qui vivaient à côté et qui étaient habitués à l'ennui. Alors dans cet extrait, on a entendu une personne comparer cela à Disney World et la transition est parfaite puisque maintenant, je vous emmène à nouveau en Californie au 100 Universal City. Car dans ce super parc, qui est Universal Studios, se trouve une maison mythique créée pour un film qui l'est tout autant, Psycho. Cette fameuse maison inquiétante, surplombant le Bates Motel, n'a pas été démolie et est même devenue une attraction. J'ai eu la chance de la faire plusieurs fois et c'est très cool. On se trouve dans un petit train et on assiste à une scène durant laquelle Norman Bates cache un corps dans le coffre de sa voiture avant de nous poursuivre avec un couteau. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je viens de faire exprès de terminer sur des maisons un peu flippantes, Beetlejuice, Edouard en main d'argent, la famille Addams, Psycho, parce que ça me permet une transition avec ces maisons qui, grâce ou à cause de films d'horreur, sont devenues cultes. Et commençons avec l'univers Conjuring en se rendant au 284 Green Street à Enfield, dans la maison qui a servi le récit de Conjuring 2, le cas Enfield. Petit retour dans le passé, en 1977, une mère célibataire de 4 enfants, Peggy Oxon, affirme à la presse avoir été témoin de phénomènes paranormaux sur ses 2 filles aînées, à l'intérieur de sa maison. Des meubles qui se déplacent seuls, des coups dans le mur, des voix désincarnées, des lévitations, et sa fille Janet qui parle avec une voix de diable. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, I went blind.
then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. Voix qui serait celle d'un homme mort dans cette maison des années plus tôt, Bill Wilkins. Des enquêteurs ont observé cette maison durant plusieurs mois, ont effectivement rapporté des événements étranges, mais ont conclu que Janet simulait certains phénomènes. Alors pour ce deuxième Conjuring, tout a été tourné en studio, mais ce qui est flippant, c'est que le tournage a été marqué par des incidents étranges, des objets se déplaçant seuls et des bruits inexpliqués, ce qui fait qu'un prêtre a fini par être appelé afin de bénir le plateau. C'est assez fou. Ou alors, ça faisait partie de la com de la sortie du film, mais j'ai rien trouvé à ce propos. Et donc, que devient la réelle maison qui a été victime de ces phénomènes paranormaux? Créée en 1907, mitoyenne, typique des logements sociaux britanniques de l'époque, elle a connu quelques propriétaires depuis les faits, sans qu'aucun ne remarque un seul phénomène étrange. Des prêtres se sont succédés pour la bénir, et cette maison a même été rebaptisée la Jesus House. Quoi qu'il en soit, elle continue d'attirer les curieux, encore aujourd'hui. Quittons Londres pour le Maryland, aux États-Unis, plus précisément à Granite, dans le Patapsco Valley State Park, puisqu'à cet endroit était érigée une maison d'un film ultra flippant, le projet Blair Witch. Et figurez-vous que dans cette vidéo, il n'y aura pas plus vieille maison car elle a été construite en 1857. Elle est surnommée la Griggs House car elle n'a appartenu qu'à une seule famille, les Griggs. Isolée dans une petite forêt, elle avait mauvaise réputation dans la ville. Plusieurs décès étranges et violents y ont eu lieu, conférant à cette maison une aura de bâtisse maudite. Les Griggs l'ont d'ailleurs quittée dans les années 40, persuadés que les murs étaient frappés d'une malédiction. Cette maison n'a jamais retrouvé preneur et a donc été abandonnée durant une cinquantaine d'années, avant de voir débarquer une équipe de tournage en 1999 pour ce film mythique qu'est le projet Blair Witch. On se souvient tous de cette scène de fin flippante dans le sous-sol de la maison. En 2003, elle a été démolie à cause d'un risque d'effondrement, des fans s'y rendant chaque mois pour la visiter en plein jour ou pour s'y faire peur la nuit. Mais par chance, il existe une archive très cool sur YouTube. Dès la sortie du film, des fans se sont précipités dans cette maison pour filmer l'ensemble, recréant même la scène de fin. Here we are in the basement of Rustin Parr's house. This is the corner Mike was in the final scene when Heather came down. Restaient à l'intérieur plusieurs souvenirs du tournage, des chaussures d'enfants, des traces de mains sur les murs, ainsi que plusieurs autres objets. Dans le genre moins flippant mais tout aussi culte, allons au 3871 Tomales Road à Tomales en Californie. Peut-être que ça ne vous dit rien au premier coup d'œil comme ça, mais il s'agit de la maison que l'on peut voir dans Scream. Maison très jeune, construite en 1991 dans un style victorien, elle était à la base destinée à l'élevage de wapitis dans son grand champ derrière. Quelques années plus tard, elle a été choisie pour le tournage de Scream et là, cette fois, tout a été tourné en extérieur et en intérieur. Toute cette partie dans la maison a nécessité 20 nuits de tournage. Vendu en 2014 pour 2,8 millions de dollars, les nouveaux propriétaires exploitent à fond cette maison. Il est possible de la louer pour des mariages, ça vous coûtera entre 20 000 et 60 000 dollars la journée, et il est possible de dormir dedans une nuit ou alors de la visiter. 75 minutes à l'intérieur coûte 215 dollars. Ouais, faut rentabiliser les 2,8 millions. Du coup, plusieurs vidéos de l'intérieur actuel existent et ce qui est cool, c'est que peu de choses ont bougé. Le garage est pratiquement le même qu'en 1996, pareil pour l'escalier dans l'entrée et pour toutes les autres pièces qui composent cette maison et qui nous rappellent le film. On reste en Californie et on va à quelques kilomètres de là, au 4267 Roxbury Street à Simi Valley, puisque cette maison que vous voyez là est celle qui a été utilisée pour le film Poltergeist. Quelques scènes seulement ont été tournées en intérieur et le méga bon plan, c'est que la production a créé une piscine à l'arrière de la maison pour les biens du tournage. Les proprios ont donc reçu de la thune pour la location et au final ont eu le droit à une piscine gratos, même si la fameuse scène avec les squelettes a presque entièrement été tournée en studio. D'ailleurs, petite parenthèse, court à Hollywood depuis toujours une rumeur persistante que des vrais squelettes ont été utilisés pour cette scène. Cette maison a été construite en 1979, quelques années avant le tournage, et a toujours appartenu au même propriétaire. Elle a été mise en vente il y a quelques mois pour 1,2 million de dollars. Direction l'Est américain maintenant, en Pennsylvanie, au 8 Circle Street à Perryopolis. Puisque dans cette petite ville, bien tranquille, se situe cette maison qui était celle du psychopathe Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Cette propriété, construite en 1910, a été achetée en 1976 par un couple, Scott et Barbara Lloyd, qui y vécurent heureux et qui s'y marièrent même à l'intérieur. En 89, ils sont approchés par des producteurs qui veulent en faire la maison inquiétante de leur film. Faut dire qu'elle est assez particulière avec ce rail de train placé juste devant. Certaines scènes ont été tournées à l'intérieur, mais la plupart ont été créées en studio. Je pense à la fameuse scène du puits. En 2021, un New-Yorkais fan du film, Chris Rowan, a acheté cette maison 290 000 dollars afin d'en faire une attraction. Il a tout redécoré pour qu'on soit immergé dans l'ambiance du film, tout rappelle Le Silence des Agneaux, et le mec a même fait construire un puits comme dans le film pour que tout soit accurate. We actually recreated the well from the movie, which is really awesome.
On approche de la fin de cette vidéo et pour la conclure, on va se pencher sur les 3 maisons, pour moi, les plus cultes de l'histoire du cinéma. Voici le podium. Et restons encore un peu dans l'horreur en se rendant au 112 Ocean Avenue, à Amityville, ville située sur l'île de Long Island dans l'État de New York. Une maison qui a défrayé la chronique dans les années 70. First, this bulletin from the WOR newsroom. 6 members of one family have been found shot to death in their night clothes in their expensive home in Amityville, Long Island. The only available information at this moment, according to the Amityville Village Police, is that the victims have been identified as members of the DeFeo family. They were found by a 23-year-old son, Ronald DeFeo, who is believed to be the only surviving member of the family. 6 members of the family found shot to death in their home in Amityville, Long Island. We will have further details on the 11 o'clock news. Dans la nuit du 13 novembre 1974, le jeune Ronald DeFeo, armé d'un fusil, met fin à la vie de ses 4 frères et sœurs ainsi que de ses parents. Plus tard, il expliquera que des voix lui ont ordonné de commettre cet acte. Durant 1 an, la maison est laissée à l'abandon avant qu'une famille, les Lutz, ne la rachète pour la modique somme de $80 000. Personne, à part eux, ne voulait y vivre et on les comprend. Sauf que, au bout de 28 jours seulement, les Lutz finirent par fuir la maison en pleine nuit, y laissant dans la précipitation leurs affaires personnelles qu'ils ne récupéreront jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils y ont vécu apparemment l'enfer. Le père de famille était obsédé par la cheminée, il avait constamment froid, des voix et des odeurs fétides parcouraient la maison, les fenêtres et les portes claquaient toutes seules, des nuées de mouches apparaissaient dans les chambres, une créature démoniaque aux yeux rouges les fixait à la fenêtre et un prêtre, le père Mancuso, dit avoir été chassé par une voix lui criant « Casse-toi !» Leur expérience a été narrée dans un livre, dit Amityville Horror, livre qui devint un best-seller, puis un film, donc en 1979. Et c'est là que c'est intéressant, la véritable maison d'Amityville n'a jamais été utilisée pour la série de films qu'il y a eu, l'extérieur et l'intérieur ont été entièrement recréés ailleurs. Pourtant, et malgré tout, cette maison est l'une des plus cultes de l'histoire du cinéma, c'est dire l'aura qu'elle dégage, en grande partie grâce à sa façade qui rappelle un visage inquiétant. Why did you come by tonight to look at this house? To see what that book was all about and everything about the house, the way it looked, and all the things that people say about it. Oh, we just wanted to see what it was like. I guess we just specifically came from Chicago to see it. Well, do you believe all the stories? Yeah, I do. They're kind of creepy. They gave me the creeps that... Quelque temps après le départ des Lutz, les époux Warren ont enquêté à l'intérieur de cette maison vide. En résulte cette photo méga flippante sur laquelle apparaît un enfant, ainsi que ce témoignage troublant de Lorraine Warren. Why did it happen to me? I don't really know. I do not have the answers for that. I played places like Amityville. That, if you gave me $1 billion, I wouldn't go in the house again. Because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible place. Oh, it was terrible. That's where I levitated with my body in that home. And it was, the things that happened there were terrible. Really, really terrible. Mais alors, que devient cette maison ? 3 ans après le départ des Lutz, Jim et Barbara Cromartie la rachètent pour $55 000. Première mesure, la repeindre en blanc pour la rendre moins glauque. Le couple en a également profité pour faire la guerre aux curieux. The Cromarties who bought the house have packed up and left, driven away by an onslaught of tourists and pranksters who still continue to come and gawk, not fooled by the now changed address out in front. But when we started rolling the cameras, I had no idea just how much of a pain in the neck it was for the man now temporarily living in the house. As Frank Birch and another man came to the porch, I walked up the driveway to talk to him. He refused and demanded I leave. I thought I did so fairly quickly, but apparently not quickly enough. Within minutes, a police car arrived, then another. Birch came out and told the police he was pressing charges, my crime trespassing. I begged for mercy. None was forthcoming. I was shown into a police car and driven to the Amityville police station. Inside, officers pulled out 8 separate forms to be signed. I sat by nervously while my camera crew waited outside. Mercifully, I was finally able to convince Mr. Birch that I had not intended to cause any problems and had not in fact been aware I was trespassing. He signed forms rescinding his charges. I signed forms releasing him from charges of false arrest. We shook hands, and after more than an hour in captivity, I was finally free. En 1987, c'est Peter et Jan O'Neill qui l'achètent pour $310 000. Eux décident de remplacer les fenêtres qui faisaient penser à des yeux,
toujours dans l'idée de la rendre moins flippante. Puis en 98, c'est un certain Brian Wilson qui en prend possession et qui y fait des travaux pour 230 000 $. Il renforce la remise à bateau et crée un solarium. En 2010, la maison est vendue à Caroline et David D'Antonio pour 1,2 million $. Premier propriétaire à ouvrir la maison au public pour un vide-grenier, restreignant l'accès aux étages et au sous-sol. Et enfin, la maison a de nouveau été vendue en 2023 pour 1,4 million $. Voici maintenant l'info que vous voulez tous savoir. Absolument aucun de ses propriétaires n'a signalé un quelconque phénomène inquiétant en 47 ans. You say a friend of yours lives here and you've been in the house. Is there any truth to all these stories that it's haunted and there are weird smells and slime and all those other things? Nothing at all. It's all a bunch of lies. J'ai conscience que je viens de plomber l'ambiance. On est loin du délire Madame Doubtfire, Un jour sans fin, etc. Mais, pour me rattraper, on va terminer avec deux maisons qui, pour moi, sont peut-être les maisons les plus réconfortantes de l'histoire du cinéma. C'est parti. Qui n'a pas rêvé de vivre au 671 Lincoln Avenue à Winnetka dans la banlieue nord de Chicago? Je parle évidemment de la maison des McAllister dans Maman j'ai raté l'avion. Maison iconique comme celle d'Amityville car personnage à part entière de l'intrigue. Seule l'entrée avec l'escalier a été utilisée pendant le tournage, le reste a été recréé à l'intérieur d'un gymnase d'une école. Construite en 1921, cette maison de 848 mètres carrés au style géorgien a été achetée en 1988 par un couple, John et Cynthia Abenshine, qui a été contacté en personne par John Hughes, scénariste et producteur sur ce film, qui voulait absolument cette maison-là. Le couple a accepté, la maison est devenue culte, Michael Jackson l'a même visitée durant le tournage, et forcément, l'ensemble a pris de la valeur. Ils ont fini par la vendre en 2012 pour 1,6 million $, et le nouveau couple acheteur, Tim et Trisha Johnson, y ont fait des travaux monumentaux. Bon, perso, je préfère la déco chaleureuse de 1990, mais on reconnaît bien là l'escalier de l'entrée. Il y a bien un grenier dans cette maison, mais la chambre ne fait pas du tout peur, et ce qui fait encore moins peur, c'est le sous-sol, qui lui est effrayant dans le film. Les nouveaux proprios ont fait construire une salle de ciné et surtout un terrain de basketball gigantesque. Je trouve ça hyper impressionnant, ils ont creusé le sol en profondeur pour faire ça. La maison complètement repensée a été mise en vente il y a même pas un an et a trouvé preneur en une semaine seulement pour la somme de 5,2 millions $. Et enfin pour terminer, la maison que je préfère, celle que je rêve de visiter un jour, c'est le dernier voyage de cette vidéo, direction l'Oregon, et plus précisément à Astoria, au 368 38 Street. Il s'agit évidemment de la maison des Goonies. Mais avant de vous la présenter, un petit mot sur cette ville qui est Astoria. Grâce au pouvoir du cinéma, c'est pour moi la ville la plus réconfortante sur Terre. La raison ? Plusieurs films feel good y ont été tournés. Je pense aux Goonies donc, mais aussi à Un flic à la maternelle, Benji la Malice, Short Circuit ou encore Sauver Willy, 4 films qui ont posé leur caméra dans cette ville verte, boisée, maritime, brumeuse et pittoresque. Mais revenons à cette maison qui nous intéresse. Dans le film, elle est donc l'endroit où les Goonies se réunissent souvent et qui est sur le point d'être vendue à leur grand désarroi. C'est une maison victorienne construite en 1896 qui a été choisie par Steven Spielberg en personne. Il était producteur sur ce long métrage et avait même fait installer un bureau dans le sous-sol non aménagé pour discuter du film avec le réalisateur Richard Donner. Sachez que de toutes les maisons qui ont été visibles dans l'histoire du cinéma, celle-là est la plus visité au monde. Jusqu'à 1500 visiteurs par jour depuis les années 90, c'est énorme. À tel point qu'en 2015, la propriétaire de l'époque, Sandy Preston, a décidé de restreindre l'accès pour préserver sa tranquillité et celle du voisinage. Mais cela n'a pas fonctionné, alors elle a tout simplement décidé de bâcher entièrement la maison. Une horreur. Au final, elle en a eu marre et a vendu pour 1,6 million $ la maison en janvier 2023 à un entrepreneur de Kansas City, Berman Zachary, qui s'avère être un méga fan du film. Welcome to the Goonies house. Bayman Zachary is like a kid in a candy store. All right, so this is the most popular room besides the attic. This is the main living room. A lifelong fan of the 1985 movie that he says he's seen over 100 times. Just in the last 2 months, I've probably seen it 10 times. Et son but, c'est de réouvrir l'accès aux fans et de redécorer l'intérieur comme dans le film, car tout a été filmé dans la maison, sauf pour le grenier. Il va même plus loin, un de ses objectifs est de recréer le système d'ouverture de porte complexe par lequel entre Choco au début du film. Pour les plus curieux, je vous conseille de regarder cette vidéo, un type est venu filmer dans la maison et le nouveau propriétaire lui explique où étaient tournées toutes les scènes. Alright, so this room would have been where Brand was working out on the weight bench when he was doing bench presses. So this is the actual attic. This is the attic where the magic of Goonies started, where the kids ran up into the attic and then they found the treasure map that took them to One-Eyed Willie's treasure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré travailler sur cet épisode de Split. J'espère que ça vous a plu. Et pour terminer, voici un beau message de fin pour toutes celles et ceux qui voudraient visiter une des maisons que j'ai mentionnées plus tôt. Bye tout le monde.
Let's not go in the neighbors' yards. Let's not mess with their stuff. If they want to come take selfies, they want to geocache or whatever and say, hey, I was at the Goonies house and do the truffle shuffle right there, then go right ahead. Just be respectful, just like anything else.